Fratelli e sorelle, buonasera. Bonsoir, bienvenue à vous en direct sur Public Sénat. Une foule immense place Saint-Pierre pour applaudir la désignation du nouveau pape, l'Argentin Bergoglio. La fumée blanche s'est échappée par bouffées aux alentours de 19 h, signalant l'élection du successeur de Benoît XVI. Son nom, François Ier. La foule brandissait des drapeaux et scandait Habemus Papam et Viva il Papa pendant que les cloches résonnaient à toute volée. Événement historique avec aussi le choix d'un pape sud-américain incarnant peut-être l'Église de demain du XXIe siècle. On en parlera tout au long de cette édition spéciale avec de nombreux invités en notre compagnie. Mais d'abord, je vous propose d'écouter les premières paroles du pape. Vous savez que le devoir du conclave est de donner un évêque à Rome. Il semble que mes frères cardinaux sont allés le chercher presque à la fin du monde, mais nous sommes ici. Nous vous remercions pour votre accueil. La communauté de Rome a maintenant son évêque. Je vous remercie. Et avant toute chose, j'aimerais prier pour notre pape émérite, Benoît XVI. Prions tous ensemble pour lui, pour que le Seigneur le bénisse et que la Mère Sainte Marie le protège. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Ave Maria, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de votre entraille, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Gloire à Dieu, au Fils et à l'Esprit Saint. Pour les siècles des siècles. Amen. Archevêque de Buenos Aires, il a été le challenger de Joseph Ratzinger en 2005. C'est un pasteur, fils d'immigrés italiens. Il a passé sa vie à défendre les pauvres. C'est un pape qu'on dit engagé, très politique. Son portrait avec Fabrice Cunet. Le silence, place Saint-Pierre, est à la hauteur de la surprise au moment de l'annonce. Jorge Maria Bergoglio ne faisait pas partie des favoris. Il est ce soir le 266e pape. Un choix doublement historique, car celui qu'il faut désormais appeler François Ier est sud-américain et jésuite. Le devoir du conclave est de donner un évêque à Rome. Il semble que mes frères cardinaux
sont allés le chercher presque à la fin du monde. Ordonné prêtre en 1969, il est créé évêque puis cardinal par Jean-Paul II en 1992. À 76 ans, l'archevêque de Buenos Aires est qualifié d'homme du peuple, d'homme des pauvres. Une anecdote résumerait le personnage. Dans la capitale argentine, il a vendu son archevêché préférant vivre dans un petit appartement. Ce choix historique donc pourrait aussi marquer un tournant pour l'Église. Une Église avec comme mot-clé la simplicité et l'idée de servir. Commençons ce chemin entre l'évêque et le peuple. C'est le chemin de l'Église de Rome, celle qui préside toutes les autres églises. C'est un chemin de fraternité, d'amour, de confiance entre nous. Prions. Son nom ferait ainsi référence à saint François d'Assise, que le monde catholique associe à ces mots-clés. En 2005 déjà, il était le principal challenger du futur Benoît XVI. Cette fois, personne ne le voyait apparaître au balcon. À l'issue de ces mots d'introduction, François Ier s'est agenouillé face à la foule. Un geste rare, peut-être le symbole du pontificat qui commence. Et déjà de nombreuses réactions. Ce soir, le président Barack Obama adresse ses vœux chaleureux, je cite, au premier pape des Amériques. La présidente argentine Cristina Kirchner salue l'élection d'un pape argentin. Le roi d'Espagne, Juan Carlos, adresse ce soir un télégramme de félicitations au pape François Ier. Et le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, exprime son souhait que le nouveau pape continue à promouvoir le dialogue entre les religions, comme l'avait fait Benoît XVI. La place Saint-Pierre au Vatican et les centaines de fidèles qui y étaient rassemblés ont appris tout à l'heure, à 19h06, qu'un nouveau pape avait été désigné par les cardinaux électeurs. C'est à cette heure précise que la fumée blanche est sortie de la cheminée de la chapelle Sixtine. Retour sur 2 jours de conclave avec Sandra Cerquera. Peu après 19h, sur le toit de la chapelle Sixtine, gris clair d'abord, puis de plus en plus blanche, la couleur de la fumée ne fait plus de doute. L'Église a un nouveau pape. Les clameurs de joie gagnent la foule, malgré une longue attente sous la pluie. Les carillons des cloches de la basilique Saint-Pierre le confirment. Le 266e pape de l'histoire de l'Église vient d'être élu. Entrés en conclave hier après-midi, les 115 cardinaux électeurs ont donc réuni au moins 77 voix sur le même nom, au 5e tour de scrutin. Un vote rapide qui a eu lieu, et c'est rare, au 2e jour de conclave. La foule attend avec fébrilité le nom de ce nouveau pape, regard braqué sur le balcon. Il ne sera connu qu'1 heure plus tard, après 20 heures. Habemus Papam. Dominum Georgium Marium, Sancte Romani Ecclesiae Cardinalem Bergoglio. Coup de théâtre, c'est le cardinal argentin Bergoglio. Un nom méconnu, il ne faisait pas partie des favoris. Bergoglio devient François Ier, c'est le nom qu'il s'est choisi. Pour sa première apparition, il invite les fidèles à entreprendre un chemin de fraternité, d'amour et d'évangélisation. Avant que l'évêque ne bénisse le peuple, je vais vous demander que vous priez le Seigneur pour qu'il me bénisse. Que le peuple demande au Seigneur de bénir son évêque. Taisons-nous un instant. Le nouveau pape s'incline devant la foule. Le silence s'installe place Saint-Pierre pour une petite minute de prière. Premier pape non européen de l'histoire, le cardinal de Buenos Aires succède à Benoît XVI. Et à notre compagnie sur le plateau du 22h ce soir, le père Jérémy, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, merci d'être avec nous. Avec nous également Françoise Oqueto, bonsoir. Bonsoir. Président du groupe UDI-UC au Sénat et membre du groupe France sans siège, merci d'être là. Jean-Pierre Denis, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur de la rédaction de La Vie. Également avec nous Jean-Bernard Raymond, bonsoir. Bonsoir, bienvenue, vous êtes ancien ambassadeur de France au Vatican. Merci d'être là. Alors messieurs, d'abord, est-ce que vous avez été surpris par le choix de ce pape sud-américain? On sait qu'il a été le challenger de Joseph Ratzinger en 2005, mais est-ce que cela vous a surpris? Extrêmement surpris. Rien ne s'est passé comme prévu. On avait dit, si c'est un conclave court, ça sera sûrement le cardinal Scola. Je l'ai dit, je crois même sur votre antenne hier soir. Donc, on s'est complètement trompé. Et je trouve que c'est quelque chose d'assez génial, finalement, que dans le scénario de l'Église catholique, il y ait de tels rebondissements, même si c'est assez contrariant pour
la modestie des journalistes et des soi-disant experts que nous sommes, en réalité, rien ne s'est passé comme prévu. Ce qui est vrai, c'est qu'il avait eu beaucoup de voix lors du précédent conclave, celui qui a vu l'élection de Benoît XVI. Mais on avait dit, il faut un pape jeune, il est âgé. On avait dit, il faut un pape qui soit un administrateur, un gouverneur, un homme à poigne. C'est un pape évangélique, simple, et qui choisit ce nom, François Ier. On avait dit, la question de l'Église, le problème de l'Église est politique. Et on a un pape qui est visiblement un spirituel. Donc rien ne s'est passé comme prévu. Et c'est là qu'il faut quand même dire une chose, c'est que c'est une élection qui produit ce genre de scénario, c'est ce que les catholiques appellent l'Esprit Saint. En réalité, ce qui se passe, c'est que dans la tête des cardinaux, il n'y a pas la même chose que dans la tête des journalistes. Oui, ça on l'avait remarqué. Et hier soir avec vous sur ce plateau, Jean-Pierre Denis, il y avait également le père Guy Gilbert. Il nous avait dit son souhait d'avoir un pape aux pieds nus, justement. Père Jérémie, est-ce que c'est ce pape aux pieds nus, ce pape qu'on décrit comme le pape des pauvres ce soir? Moi, effectivement, quand j'ai vu cet homme arriver, quand j'ai entendu les journalistes parler un peu de son histoire, j'ai pensé tout de suite à votre émission hier soir et à Guy Gilbert qui appelait de ses voeux un pape aux pieds nus. Moi, je suis très heureux de l'élection de ce pape. Oui, vous avez l'air ému. Ah oui, c'est une grande émotion. Ces mots vous ont touché, ces premiers mots? Ces premiers mots m'ont beaucoup touché. Son attitude m'a bouleversé. Là. Enfin, tout le monde montre ces images, mais de demander la prière des fidèles, s'incliner comme ça, cette densité du silence. Enfin... Ça va marquer cette bénédiction inversée? C'est-à-dire c'est lui, finalement, le plus pauvre d'entre tous, le plus humble d'entre tous, qui demande au peuple de prier pour lui? Un des titres du pape, c'est le serviteur des serviteurs. Et... il l'illustre dès les premières minutes. C'est vraiment magnifique. Quand on a vu les premières images des derniers pontificats, quand Jean-Paul II est apparu, c'était tout de suite celui qu'on a appelé l'athlète de Dieu, donc quelque chose de très physique, qui prenait la chrétienté à bras-le-corps. Puis quand c'était Benoît XVI, une attitude complètement différente, modeste, mal à l'aise, un petit peu mal à l'aise, timide en tout cas, ou réservé. Et là, il y a une espèce de simplicité qui sera la marque du pontificat. François Zocchetto, vous avez ressenti la même chose? Moi, je ne suis pas du tout un spécialiste des arcanes du Vatican, du fonctionnement interne du Vatican. Donc j'ai été spontanément surpris, mais agréablement surpris, je dois dire, parce que moi aussi, ça me fait plaisir en tant que citoyen de voir que une institution aussi importante à l'échelle de la planète que l'Église puisse se renouveler, apporter un message qui se renouvelle aussi à travers un homme qui, de prime abord, paraît avoir beaucoup de qualités et paraît éminemment respectable. Moi aussi, je suis très attaché au fait qu'on le présente, et c'est certainement la vérité, comme un évêque des pauvres, donc à l'écoute des plus déshérités. Je trouve que c'est vraiment un bel exemple. Jean-Bernard Raymond, je vois que vous avez un livre, vous avez porté un livre sur Jean-Paul II. On se souvient des... Oui, je vais vous le... J'ai porté mon livre. Votre livre qu'on va présenter. Livre que je suis chez vous. Mais bien sûr, on va... Merci d'être là. On va rappeler justement les premiers mots de Jean-Paul II qui avait dit à la foule: je parle votre langue italienne et si je me trompe, vous me corrigerez. Il avait tout de suite conquis le cœur des fidèles. Est-ce que ce nouveau pape l'a fait ce soir avec ses propres mots à lui, selon vous? Moi, je crois que, en effet, je trouve, comme tous mes collègues autour de cette table, que c'est une heureuse nouvelle qui est venue. Et j'ai remarqué surtout que dans ce qu'il a dit, il y a une phrase qui me semble clé, mais moi, je ne suis pas compétent, comme mes collègues, pour pénétrer les secrets et les déroulements de l'Église, compte tenu surtout de l'importance des enjeux, mais il a dit enfin, je ne me rappelle pas la formule exacte parce que je ne vais pas l'écorcher justement, mais que le conclave était allé chercher bien loin. Au-delà des mers. Au bout du monde. Au bout du monde, hein, c'est ça, au bout du monde. C'est donc, à mon avis, c'est la phrase qui m'a le plus frappé. Ouais. Pour moi, parce que moi, je suis un peu plus laïque, si vous voulez, dans ma formation, mais ça m'a beaucoup frappé. Et donc, je trouve que le choix qui a été fait, je n'avais aucune idée, moi, du choix. Hein, parce que comme nous, hein. Vous avez idée. On avait une idée. Oui. Pourquoi? Vous avez été surpris, vous m'avez dit. J'ai lu beaucoup de choses à ce moment-là, mais
Je n'avais pas pensé à lui en particulier. Est-ce qu'on peut parler aussi, Jean-Pierre Denis, de la rapidité de la décision? Est-ce qu'on peut dire ce soir qu'il y a un consensus, que ce sont des cardinaux et une église unie, en tous les cas, dans un choix qui est assez rapide? 4 votes qui ne va pas de soi, parce qu'on pense aux élections politiques, c'est-à-dire des élections à 1 tour ou 2 avec des candidats. Donc quand on est dans une élection à 4 tours ou à 5 tours, comme c'est le cas cette fois-ci, comme c'était le cas la dernière fois avec le cardinal Ratzinger, on a l'impression que c'est déjà quelque chose de long. En réalité, non, parce qu'il faut obtenir cette majorité des 2/3. Ce qui veut dire que les cardinaux sont rentrés en conclave déjà avec une idée assez précise. C'est très clair que hier soir, au premier vote, il y a dû y avoir un nombre de voix important déjà sur le cardinal Bergoglio. On n'a pas le détail de ces voix, on le connaîtra probablement plus tard, mais il est certain que dès hier soir, il a eu un nombre de voix important. C'est un conclave très court. Oui. Père Jérémy, on entend là depuis quelques heures, depuis son élection, parler d'un camp des conservateurs, d'un camp des progressistes. Est-ce que vous voyez la chose vraiment ainsi, ou est-ce qu'au final c'est d'abord un pape rassembleur? Oui, vous posez bien la question, parce que moi avec les paroissiens qui se sont rassemblés à l'église quand on a sonné les cloches, dès que j'ai reçu 5 ou 6 SMS d'un coup, Habemus Papam, donc on a sonné les cloches à toute volée, tout le monde est venu. Il y a d'abord une grande joie, une grande ferveur. Tout le monde est là, il y avait des enfants, des petits, des vieux, des pauvres, des riches. Et c'est d'abord quelqu'un, en tout cas au petit milieu qui est le mien dans mon église, Saint-Ambroise, c'est d'abord quelqu'un qui rassemble, qui rend joyeux. Voilà, on l'aime, on le connaît pas. Vous l'aimez déjà? Bah ouais. C'est fou, hein? Oui, si vous le dites. François Zocchetto, il a aussi parlé d'une volonté, on va en parler, d'une nouvelle volonté d'évangélisation. On a l'impression, parce qu'on oublie vite Benoît XVI, qu'il y a une continuité. Lui-même a adressé une prière à Benoît XVI. J'apprends à l'instant, en lisant sur le fil la dépêche AFP, qu'il a téléphoné à Benoît XVI et qu'il va le rencontrer. Il n'y a pas de rupture, c'est une continuité entre 2 hommes. On ne va pas vite, rapidement oublier Benoît XVI. Trop vite ce soir. C'est ce qui est impressionnant pour les politiques que nous sommes, c'est d'observer d'abord que François Ier est le 266e pape. Donc c'est une lignée qui, si j'ose dire, qui semble ne pas pouvoir s'arrêter. Et ça, c'est très impressionnant pour nous qui vivons avec une histoire de rupture, parfois de violence. Alors, évidemment, la vie de l'Église n'est certainement pas un long fleuve tranquille, pour reprendre une expression galvaudée, mais c'est très impressionnant pour nous de voir que, à travers ce processus électoral, l'Église fait la preuve de son efficacité, semble-t-il. Et bien sûr, elle ne cherche pas les comparaisons, certainement pas. Mais on ne peut pas manquer d'être impressionné par cela, parce que moi, il me semble aussi que le cardinal qui a été désigné comme 266e pape paraît rassembleur. Il paraît avoir beaucoup de qualités pour renouveler l'Église et rassembler. Jean-Pierre Denis, je voulais juste vous demander, parce que c'est le porte-parole du Vatican, Federico Lombardi, qui a dit que Benoît XVI a tout suivi à la télévision, tout ce qui s'est passé, on l'imagine, et que la page est tournée, mais il y a quand même une sorte de cohabitation, même si vous ne serez peut-être pas d'accord avec le mot. Est-ce que l'évêque émérite Benoît XVI a pesé, est-ce que son nombre a pesé sur ce conclave, et est-ce que, il pourrait ensuite aider le nouveau pape dans ses missions? Alors là, la preuve est éclatante qu'il n'a en rien pesé, parce que s'il avait pesé, les cardinaux auraient élu le cardinal Scola, qui était le favori de Benoît XVI, sans l'ombre d'un doute. Benoît XVI est allé le prendre sur le siège de Venise, l'a mis sur le siège de Milan. Entre Venise et Milan, on a tous les papes, ou presque tous les papes non italiens du XXe siècle. Donc il y avait évidemment un choix de Benoît XVI qui était très clair. Donc le conclave a réussi ce tour de force de s'émanciper du pape émérite, du pape sortant, tout en agissant très vite. Donc ça, c'est au contraire, je pense, la grande caractéristique de ce conclave. Et ça s'explique d'ailleurs assez bien, à mon avis, puisque la dernière fois, les cardinaux ont fait le contraire. Ils ont voulu la continuité avec Jean-Paul II, écrasé, impressionné, abasourdi, en se disant qu'est-ce qu'on va faire maintenant que Jean-Paul II n'est pas là. Ils ont choisi son principal collaborateur. Et ils se sont dit, on ne va pas faire 2 fois la même chose. Mais alors ce qui est assez amusant, c'est que finalement, ils sont quand même allés rejouer le match. Ils ont rejoué le match de la dernière fois, puisque Bergoglio, c'est celui qui, en réalité, a tenu tête quand même, on va dire. En tout cas, les suffrages, la dernière fois, sont allés sur lui. Donc, ils ont refait le match et ils ont changé le vainqueur. Et oui, cette fois-ci. Jean-Bernard Raymond, vous qui avez été ancien ambassadeur de France au Vatican, est-ce que ce soir, c'est l'élection d'un nouveau chef d'État? Oui, c'est le tout cas. à fait. Oui.
Plus que jamais, moi je trouve, mais mon intervention ne peut pas entrer dans... J'ai admiré beaucoup votre analyse. Ne faites pas le modeste, là c'est un rôle très politique. Mais je ne fais pas le modeste, non. Je cherchais à expliquer ce que je ressens. C'est que nous sommes dans une période, à travers plusieurs élections du pape, qui reflète absolument le changement du monde. Je ne sais pas dans quel sens elle le reflète, mais incontestablement, c'est une période... même si je suis à votre table aujourd'hui, ça prouve que c'est une période bizarre, parce que je ne suis pas du tout expert de tout cela, bien que j'ai écrit mon livre sur Jean-Paul II avec passion, et l'avoir suivi toujours avec passion. Mais que ce soit Jean-Paul II, on ne peut pas contester, à mon avis, la révolution qu'a été Jean-Paul II, même s'il a été critiqué par des gens plus compétents que moi ou par d'autres. Mais voilà. Mais également, alors qu'il a bouleversé beaucoup les choses, son successeur était un intellectuel. Tout à fait intellectuel, et il a réussi en tant qu'intellectuel, même s'il était moins charismatique, comme on dit, parce que c'est les têtes habituels. Donc c'était déjà quelque chose de bien. Celui qui arrive aujourd'hui, que je ne connais pas, moi, que je ne connaissais pas, mais le résultat, à travers la phrase qu'il a dite, cette phrase m'a beaucoup dite. Ça vous a marqué. Ah oui, pour moi. Au bout du monde, au-delà des mers. Père Jérémie. C'est quand même ça qui est la clé chez cet homme. Bon, qu'est-ce qu'il en fera, je ne sais pas, parce que si on débarque sur le tiers-monde, etc. En tout cas, adieu vieille Europe. Rome n'est plus dans Rome. Rome est partie au sud. On scrutera d'ailleurs la presse italienne demain. Comme je ne suis pas aussi perspicace que vous, là, je ne sais pas ce que ça donnera sur l'Europe. Hein, voilà. Mais pour le moment, il n'a pas regardé les Européens. Ah oui. En même temps, il est d'origine italienne. Hein, donc c'est un pont en réalité. C'est un pont entre l'Europe et l'Amérique latine. Père Jérémie, est-ce que vous vous sentez proche de lui? Parce qu'hier, on va rappeler qu'hier, on vous a suivi dans votre église avec notre journaliste Fabrice Cunet, et vous nous confiez vos attentes. Vous avez dit vraiment, vous avez insisté sur la proximité. Est-ce que déjà vous vous sentez proche de lui? Vous le connaissez pas bien dès qu'il est apparu à l'image? Du tout. Vous vous êtes peut-être demandé, mais c'était impressionnant quand le cardinal Torrent a dit le nom. On s'attendait tous à un des noms connus des papas Billet. Alors voilà, on a entendu le nom. On s'est tous regardés dans l'église, on ne connaissait pas. Et au début, c'était très impressionnant, son attitude presque pétrifiée. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué aussi. C'était fou. Ce face à face, on sentait que même s'il était pétrifié, on sentait tous les fibres de son être qui étaient tendues vers l'événement. Et puis après, le premier sourire, buonasera, et puis les premières phrases et cette demande de prière sur lui. Enfin, ça nous a tous touchés. Et donc en même temps, pardonnez-moi de rappeler son âge, il a 76 ans, c'est pas le plus jeune d'entre tous. Il y a quand même un décalage. Vous vous sentez quand même proche aussi, évidemment, d'une génération qui est aussi celle de Benoît XVI. Enfin, pas tellement, mais qui est quand même âgée. C'est vrai que, on disait qu'il serait un peu plus jeune, mais quand les journalistes à la télévision ont regardé sur le grand écran, on dit son âge, tout le monde a dit ah bon, il est si âgé que ça. Mais c'est pas très important parce que on a quand même l'habitude, finalement, avec les dernières années, d'un pape plutôt âgé. Et non, on est heureux. Vous êtes heureux, ça se voit. Jean-Pierre Denis, est-ce qu'il sera un pape de son siècle? Lequel? Le 21e, j'espère. Non, mais je veux dire le siècle des médias qui veulent que l'Église s'adapte toujours. Laissez donc les médias de côté. Non, mais je suis journaliste aussi, je veux dire, donc je m'inclus dedans. Hein. Je veux dire, le siècle de la société sécularisée occidentale qui veut que l'Église soit toujours, je dirais, obligée de rendre des comptes, de s'adapter, etc. Ou est-ce qu'il est, peut-être d'un autre siècle, celui d'un christianisme qui revient à ses sources? Et moi, je crois qu'il est surtout de ce siècle-là. S'il choisit ce prénom, François, c'est un choix révolutionnaire. Là aussi, on s'est trompé. Moi, le premier, j'avais réfléchi à différents noms que les papes pourraient prendre, comme tout le monde. J'avais pas pensé à François. Parce qu'il faut être assez gonflé, pardonnez-moi l'expression, de choisir François. Parce que François, c'est François d'Assise. Et François d'Assise, c'est la plus grande figure, peut-être, dans l'histoire des saints, au moins en Occident. François d'Assise, c'est le retour aux sources de l'Évangile
au Moyen-Âge. C'est le retour à la pauvreté. C'est le retour à une simplicité qui n'était pas celle de l'Église à l'époque, dirigée par, on va dire, des princes. Donc, choisir ce prénom François, c'est un acte extrêmement fort. Vous avez beaucoup de choses sur votre prénom, là, François Zocchetto. Oui. Moi, je n'ai pas manqué d'être touché parce que portant ce prénom et ayant des parents qui m'ont régulièrement expliqué les raisons pour lesquelles ils me l'avaient donné, par référence également à François d'Assise, j'ai tout de suite perçu la signification de ce geste. Mais je dois dire, j'ai été sidéré aussi d'apprendre à cette occasion qu'aucun pape précédemment n'avait porté ce prénom. Donc je crois que c'est très important, ce prénom. C'est plus qu'on imagine. C'est intéressant ce que vous dites, parce que dans l'histoire de la chrétienté, il y a comme qu'il y a deux pôles. Il y a d'un côté, il y a le saint, et d'autre part, il y a le roi, il y a le pape, finalement. Et François d'Assise, il est la figure de cette sainteté, ce qui ne veut pas dire que les papes se sont opposés à lui, au contraire, les papes l'ont soutenu, mais il y a cette polarité. Donc c'est d'un côté l'homme simple, l'homme de l'évangile, l'homme de l'amour, de l'autre le pape qui est la figure de la loi. Voilà. Et ça, c'est le grand problème du siècle, justement, puisque vous parlez du siècle, articuler la loi et l'amour. C'est le grand défi du christianisme, en fait. On va rappeler donc qu'il est archevêque de Buenos Aires. Il a été donc le challenger de Ratzinger en 2005. C'est un pasteur, fils d'immigrés italiens. Il a passé sa vie à défendre les pauvres, la pauvreté, la lutte contre la violation des droits de l'homme. Ça sera son combat, et vous voulez que ce soit son combat, j'imagine. Je pensais à l'instant à ce que vous disiez par rapport au prénom. Il a donné une clé aussi de ce choix en parlant beaucoup de fraternité universelle, de grande fraternité des peuples. Et donc je pense que dans son cœur de pasteur, comme vous venez de le dire à l'instant, il y a ce souci de la personne, de chaque personne. Pas chaque catho, chaque personne. Au nom de cette fraternité. Et même François d'Assise va plus loin, puisqu'il parle de son frère le soleil, de sa sœur la lune. Enfin, il y a une fraternité qui déborde du cœur de l'homme, sur le regard de Dieu, et qui s'étend à toute la création. Donc ce serait peut-être aussi un pape écolo, on verra. Oui. Peut-être, oui. Il ne faut pas trop en attendre non plus. Est-ce que, je vous pose la question à tous, est-ce que les cardinaux ont, selon vous, tiré les leçons du pontificat de Benoît XVI, qui n'a guère caché sa solitude? C'était un poids aussi pour lui, on l'a remarqué. Est-ce que ce pape sera plus entouré? Non ? Je ne sais pas, parce que le cardinal Bergoglio, il y a quand même une énigme. C'est un homme relativement austère. C'est un homme qui ne donne jamais d'interview à la presse. Vous me direz que c'est pas un crime pour un cardinal, mais à son échelle, c'est quand même un petit peu étonnant, même si les papes ne donnent jamais d'interview, les cardinaux en donnent. Donc c'est un homme assez réservé. Alors là, il s'est exprimé à la foule, vis-à-vis de la foule, avec une certaine simplicité. Mais en même temps, il y a, je dirais, encore une énigme sur le type de personne qu'il est et donc le type de pontificat qu'il va vouloir développer. Finalement, c'est un homme à propos duquel on sait peu de choses. Et c'est vrai que là aussi, on avait dit, là pour le coup, je ne pensais que c'était pas possible qu'il y ait une sorte de ticket, c'est-à-dire un deal avec un pape et un administrateur qui serait à ses côtés. Mais les premières décisions qu'il va prendre dans ce domaine vont être très intéressantes. Pour l'instant, c'est trop tôt pour le savoir. François Zocchetto, il y a aussi un défi international, c'est le rayonnement du Saint-Siège dans le monde qui pourrait être beaucoup plus grand. Est-ce que ce nouveau pape pourrait y contribuer? Mais vous avez posé la question de la relation de ce nouveau pape avec le pouvoir politique. Je crois qu'il ne faut pas qu'il y ait de confusion. Dans mon esprit, le message du pape n'est pas destiné à contrecarrer celui des politiques. En revanche, le message du pape peut être entendu par les politiques comme par les autres. Et là, sans aucun doute, il doit trouver sa place. Et je pense que sur la base de son expérience et du message qu'il a délivré lors des décennies précédentes, il pourra être entendu utilement par les politiques, quelques pays que ce soit, pour répondre à votre question. Jean-Bernard Raymond, vous êtes d'accord? Moi, je suis assez d'accord sur ce qui est dit ici, tout à fait, mais je l'ai rencontré une fois en tête-à-tête, compte tenu des responsabilités que j'avais près le Saint-Siège. Et j'ai été frappé de tous les contacts que j'ai pu avoir avec des personnages de cette dimension. Si je mets de côté l'envoûtement que j'avais eu avec Jean-Paul II, Jean-Paul II, pour moi, enfin, c'est pas une opinion très valable peut-être, mais c'était quelqu'un de très très fort. Et ce qui apparaît avec le nouvel élu, c'est que
dans cette série des 3 nominations que nous avons vues, aujourd'hui, c'est un intellectuel. Oui, c'est un grand théologien également, comme Benoît XVI. Et c'est pas péjoratif chez moi. Je veux dire que, justement, quand on parlait de sa solitude ou pas, ce côté solitaire, il est très susceptible d'être tout à fait proche de tout le monde, mais en même temps, c'est une réflexion solitaire. On peut rajouter qu'il est jésuite, rappeler qu'il est jésuite, c'est-à-dire un grand ordre intellectuel depuis toujours, et dont les papes se sont beaucoup méfiés. On ne voulait pas de pape jésuite parce que justement, on craignait dans l'Église, pas seulement les rois de France, dans l'Église aussi, on craignait le pouvoir des papes. Aujourd'hui, c'est beaucoup de choses. Oui, c'est beaucoup de choses qui sont sont remises. Et nous verrons comment aussi il va se révéler, son charisme, ses premiers pas, ses missions, ses défis à relever. Merci beaucoup d'avoir été nos invités. Merci, Père Jérémy. J'imagine que vous allez retourner à l'église. Il doit y avoir du monde ce soir et encore demain pour fêter cet événement. Oui, vraiment. Ouais. Il y a aussi beaucoup de personnes qui vont converger vers Notre-Dame. C'est symbolique pour les chrétiens à Paris. Exactement. Voilà. Merci Jean-Bernard Raymond. Merci beaucoup Françoise Oqueto, Jean-Pierre Denis. Restez avec nous. On va parler aussi de son rôle plus politique dans un instant. Alors cette élection de François Ier comprend de nombreux enjeux, justement pour la curie romaine, autrement dit pour l'institution vaticane, et bien sûr pour l'ensemble de l'Église. On voit tout cela avec Mounir Soussi. Le nouveau pape devra faire entrer l'Église dans le XXIe siècle en réalisant l'aggiornamento que Benoît XVI n'a pas réussi à impulser. Tout d'abord, le souverain pontife devra remettre de l'ordre dans la curie, l'équivalent du gouvernement du Vatican rongé par les conflits, et engager un chantier pour plus de transparence financière. François Ier hérite aussi de l'affaire du Vatilix, véritable feuilleton qui a miné la dernière année du règne de Benoît XVI. Benoît XVI qui a été le premier à reconnaître des cas de pédophilie au sein de l'Église. Son successeur aura pour tâche de poursuivre cette prise de conscience et de maintenir des positions fermes vis-à-vis de ces actes. Il devra également partir à la reconquête des chrétiens séduits par d'autres églises, surtout sur son continent, l'Amérique latine, où le catholicisme recule face aux évangélistes, et remobiliser les croyants en Europe où la contestation interne pourrait entraîner un schisme silencieux. François Ier aura pour défi de préciser les positions de l'Église sur les questions de société. Avortement, mariage des prêtres et ordination des femmes sont au cœur du débat. A priori, il devrait suivre la même ligne sans compromis que ses prédécesseurs. Enfin, le pape devra maintenir et approfondir le dialogue déjà engagé avec l'islam. La suite de votre édition spéciale après la désignation de ce nouveau pape en notre compagnie. Yvan Rioufol, bonsoir. Bonsoir. Éditorialiste au Figaro, avec nous également Michel Cottard, bonsoir. Et bienvenue, vous êtes journaliste et écrivain. Et notre dessinateur Hervé Baudry, bonsoir. Bonsoir Sonia, bienvenue, bonsoir Hervé. À tous. Abemous Papam, vous avez... Oui, dans ce lieu divin, je suis Oui, vous trouvez que c'est un lieu divin. Bon, première question, je l'avais posée à nos précédents invités. C'est un chef d'État qui est désigné, qui est élu ce soir pour vous, Yvan Rioufol? Non, enfin, bon, oui, par définition, naturellement, il est chef d'État, bien entendu, mais sa fonction le dépasse. C'est d'abord une sorte de missionnaire. Alors, naturellement, tout a été dit sur l'immense surprise que représente son élection. Ce qui n'apparaît peut-être pas aussi, c'est que, enfin, moi, ce qui me frappe également, c'est que on a décrit cette Église comme étant naturellement conservatrice. Comment ne peut-elle pas l'être, puisqu'elle a 2000 ans d'histoire derrière elle et qu'elle est la mémoire humaine, donc elle est conservatrice par essence. Mais on voit bien qu'à travers cet homme d'une simplicité extrême, il y a un retour au message révolutionnaire qui est le message du Christ, dans le fond. Et ce message révolutionnaire, il s'adresse aux plus faibles, aux plus pauvres. Et donc, il y a quelque chose de très encourageant à voir cette Église conservatrice surprendre d'abord en ayant choisi celui qu'on n'attendait pas, c'est-à-dire quelqu'un qui vient d'Amérique du Sud, et en plus qui est consacré, dont la vie est consacrée jusqu'à travers son prénom, ça a été expliqué, à la défense des plus pauvres. Et donc il y a là, de mon point de vue, une vraie révolution portée par cette Église conservatrice. Vous partagez cette avis, mais qui fait peut-être la démonstration que finalement l'Église ne l'est pas tellement que ça, conservatrice. Parce que je me rappelle, il y a plusieurs années, nous avons connu un cardinal célèbre qui s'appelait Don Helder Camara, qui était également d'Amérique du Sud. Oui. Et tout le monde disait, ah voilà, quelqu'un qui ne pourra pas être pape, parce qu'il est vraiment trop proche des pauvres, trop pape aux pieds nus, comme vous avez dit. Donc il y a quand même une vraie différence avec ce Helder Camara qui était devenu un symbole de l'Église de Jésus, en quelque sorte. Et l'élection de ce pape, qui me paraît, de ce point de vue-là,
très intéressantes. Mais en même temps, c'est pas tout à fait non plus, je crois, un pape réformiste comme l'Église progressiste pouvait en attendre de ces religieux sud-américains. Sur les questions sociétales, il est dans la continuité de ses prédécesseurs. Il n'y aura pas de surprise. Donc on n'attendra pas de lui qu'il donne son aval au mariage homosexuel, à l'euthanasie, à l'avortement, l'accès des femmes au sacerdoce. Mais en revanche, je pense qu'on peut attendre de lui naturellement qu'il fasse des réformes en profondeur sur la curie. Bien sûr, tout le monde est d'accord pour dire que la curie est ce gouvernement du Vatican, donc qui est trop centralisé et trop opaque, doit naturellement s'ouvrir. Et qu'on attendra de lui également des réformes peut-être à la marge sur non pas la modernisation, sur la modernisation de l'Église, dans ce sens que l'Église n'a pas, à mon sens, à se plier aux modes naturellement, mais à peut-être à suivre certaines évolutions des mœurs, en tout cas, certaines évolutions de la société. Il y a un côté normal. Il s'est présenté comme un pape normal. Vous dites pas ça à cause de son prénom, quand même. C'est-à-dire, non pas à cause de son prénom, mais de toute façon, d'autres le partagent, ce prénom. Mais surtout, vous avez vu comment il était habillé, avec cette tenue blanche, sans apparat, avec la volonté vraiment, sans doute, pas seulement de moderniser, mais de simplifier peut-être tout ça. Et quelque part, c'est ce qu'on lui demande. Mais le fait qu'il soit jésuite n'est sans doute pas étranger non plus à sa nomination, parce que très longtemps, donc, on s'est méfié des jésuites au Vatican. Mais l'art de négocier, qu'on prête toujours aux jésuites, peut-être à tort, mais enfin, il l'a peut-être. Et ensuite, cette façon d'entrer dans le peuple, de s'ancrer dans le peuple, comme il l'a fait en habitant son appartement au lieu d'habiter son évêché, en vendant même son évêché, ce qui est incroyable. Il y a sans doute, c'est un pape d'une personnalité particulière et qu'on n'a pas fini de découvrir. Il faudrait qu'on parle aussi du pouvoir du Vatican en termes d'influence dans le monde. J'ai cité plusieurs réactions ce soir du président Barack Obama, évidemment de la présidente Christina Kirchner, du secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon. Quelle est l'influence aujourd'hui réelle, politique et diplomatique du Vatican dans le monde ? Son influence est une influence spirituelle, c'est une influence spirituelle par définition. Mais quand on entend que l'Église est en déclin, que l'Église se meurt, on voit bien que la fascination extrême qu'elle exerce à travers déjà ce cérémonial du conclave, qui est vraiment très millimétré, et à travers naturellement cette élection tout à fait inattendue, on voit bien que l'Église apporte un message qui est précisément un message attendu de la part d'une grande partie de l'opinion mondiale. Et moi, il me semble que cette manière qu'a l'Église de se montrer comme étant un peu immuable dans le fond, dans la continuité qu'elle a depuis 2000 ans d'histoire, elle est le message qu'attend peut-être une société déboussolée, une société du XXIe siècle déboussolée par une absence de repères, une absence de valeurs, un relativisme qui confond tout. Et je pense qu'elle peut servir de refuge, et en tout cas d'ancrage, me semble-t-il. Une fois dans ce XXe siècle finissant, où un pape a eu une grosse influence politique, c'est effectivement Jean-Paul II, avec la chute du mur de Berlin, contre le communisme. Avec surtout la Pologne, et qui a précédé vraiment de peu le mur, l'effondrement du mur, et tout le monde disait lorsqu'il a été élu. Là, il aura une importance politique, et d'ailleurs beaucoup de livres ont souligné son importance politique dans l'évolution. Qui était réelle. Qui était réelle, absolument. Donc je pense quand même que le temps était particulier, c'était la fin du monde soviétique, que le pape a accompagné. Maintenant, peut-être que ce sera le début du monde sorti de la crise qui accompagnera ce parti. Benoît XVI avait quand même des discours très politiques sur le Moyen-Orient, en appelant au dialogue des religions et au dialogue islamo-chrétien. C'était devenu un enjeu grandissant du pontificat. Bon, c'était depuis la controverse suscitée par son discours de Ratisbonne, mais il avait des mots très politiques sur un sujet brûlant. Écoutez, là, je n'ai pas d'éléments pour savoir quelle sera sa position, mais en tout cas, il est vrai que la position... Mais de son histoire. La position que devait avoir l'Église catholique face à l'islam est une position très attendue, car naturellement, il y a une agressivité de l'islam qui demande à ce que l'Église catholique soit vigilante, bien entendu, mais je n'ai pas les éléments pour y répondre. Mais je reviens quand même sur ce discours révolutionnaire qui me semble très intéressant, parce qu'il porte en fait ce qu'est aussi, dans le fond, l'Église catholique aujourd'hui, enfin la chrétienté en règle générale, qui est d'être une contre-culture, dans le fond, face à cette évolution du monde qui aimerait tout araser et qu'il n'y ait plus de différence de rien. Et donc il y a ce rappel, me semble-t-il, de ce qu'est la mémoire humaine. Michel Cottard, regardez, un petit sourire. Hervé Baudry qui nous dans toutes les religions, mais précisément dans cette religion. Le premier voyage du pape
Une direction les malouines. Ça ne va pas encourager les relations avec l'église anglicane, hein, tout ça. Ça commence bien avec vous, oui Michel. Non, mais ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est par hasard s'il vient de l'autre bout du monde, c'est que c'est dans les pays d'Amérique du Sud que la foi et que le nombre de catholiques sont le plus important. Donc ça veut dire aussi, c'est un pape qui n'incarne pas la fin de l'Église. C'est un pape qui incarne peut-être le renouveau et la vitalité, en tout cas, de l'Église. Je crois que c'est d'ailleurs pour cela, me semble-t-il, qu'il a dû être choisi, qu'il a dû être élu, me semble-t-il. Oui, effectivement, parce qu'il représente la plus forte concentration de chrétienté qu'il se trouve aujourd'hui en Amérique du Sud, où les églises sont pleines là-bas, contrairement à ce qui se passe en Europe. Ce qu'on ignore complètement, c'est pourquoi est-ce que les experts n'avaient pas cité son nom si vraiment il s'impose autant. Donc il y a sûrement eu quelque part une part du secret, sûrement, parce qu'après tout il avait participé à l'élection précédente, donc c'est tout à fait normal. Mais il faut dire qu'ils tiennent bien leur langue, les cardinaux, hein, vraiment. J'ai cru comprendre qu'il avait fait comprendre qu'il ne voulait pas. C'est pas des journalistes. Hein. J'ai cru comprendre qu'il l'avait fait dire, qu'il avait laissé dire, en tout cas après l'élection de Benoît XVI, dans laquelle il était arrivé second, qu'il ne voulait pas de cette charge. Donc je crois que c'est pour ça que les observateurs l'avaient éliminé, mais il l'avait repéré. Il est revenu à la charge, justement. Visiblement, il est revenu à la charge. Je voulais rappeler, depuis la création de l'État du Vatican, c'était en 1929, 7 papes et leurs 9 secrétaires d'État ont assuré la continuité de la diplomatie papale. Ils ont été confrontés tour à tour au fascisme, au nazisme, à 2 guerres mondiales, au totalitarisme soviétique, à la guerre civile espagnole, à l'extermination des Juifs, aux purges staliniennes, à la guerre froide, à la bombe atomique. Et aujourd'hui, quelle est la plus grande menace? Sur quoi, selon vous, ce pape va se battre, va s'exprimer, compte tenu de son histoire, de ce qu'il porte en lui? La pauvreté et l'émergence des nouveaux pays face à des vieux continents. Effectivement, il représente à lui les pays émergents, quoi. J'irai plus loin que vous, Michel. Je pense qu'actuellement, vous avez raison, il aura affronté la pauvreté, mais il aura affronté aussi la montée des nouveaux totalitarismes. Et il ne faut pas oublier que l'Église catholique est aussi c'est à elle que l'on doit précisément la laïcité, c'est toutes ces notions de laïcité, de séparation de l'Église et d'État, de liberté d'expression, de libre conscience. Et donc, ce pape aura à défendre ce qu'est, dans le fond, sa civilisation. Quelle est la civilisation dont il est porteur? Et cette civilisation est un obstacle terrible à tous les totalitarismes qui voudraient précisément que l'on oublie ces règles de laïcité ou de séparation d'Église et d'État. D'autant qu'on est face à des religions qui peuvent devenir totalitaires, pas forcément, mais qui peuvent le devenir. Et par conséquent, c'est vrai aussi, de ce point de vue-là, la bataille des religions, au fond, ne doit pas avoir lieu pour lui. Il aura donc une volonté lourde tâche. Juste avant d'être élu pape, c'était en 2005, Joseph Ratzinger méditait en ces termes. Je le cite souvent: Seigneur, ton Église nous semble une barque qui prend l'eau de toutes parts. Vous croyez qu'il a ce sentiment ce soir, François Ier? Le pauvre. Sans doute, mais vous savez, l'Église, elle est construite sur l'idée de résurrection, et l'idée de résurrection, elle ne s'applique pas simplement au Christ, il s'applique aussi à l'Église elle-même, dans le fond, qui peut renaître. Et d'ailleurs, moi, je suis sûr qu'elle va renaître de ce 21e siècle. Moi, je pense que c'est quand même une phase difficile pour un pape catholique, effectivement, de s'imposer, d'exister face aux autres religions. C'est ça qui va être son credo, si j'ose dire, son action la plus évidente. Et de ce point de vue-là, c'est vrai qu'il hérite tout de même d'une curie en mauvais état, d'une église pas folichonne et de tas de problèmes qui ont... voilà. Un arbre à son fruit, c'est une belle conclusion. C'est l'espérance. La voie de l'espérance ne sont pas si mauvais que cela. Belle conclusion. On aura l'occasion de parler de ces nombreux défis dans les prochains jours. Regardez ce dessin d'Hervé Baudry. Alors, je pense aux enfants et aux cours d'histoire. Premier pape, oui. Alors, c'est sûr qu'il va venir... un débat sur les écoles, mais voilà. Enrichir les manuels d'histoire. Merci de nous avoir suivis. Je vous rappelle évidemment l'information de cette édition. Une foule immense, place Saint-Pierre, pour applaudir la désignation du nouveau pape, l'Argentin Bergoglio. La fumée blanche s'est échappée par bouffée aux alentours de 19h, signalant l'élection du successeur de Benoît XVI. Son nom, François Ier. La foule brandissait des drapeaux et scandait Habemus Papam, Viva il Papa, pendant que les cloches sonnaient à toute volée. Événement historique avec aussi le choix d'un pape sud-américain, incarnant peut-être, nos invités nous l'ont dit ce soir, l'Église de demain du XXIe siècle. Merci de nous avoir suivis. Belle soirée sur Public Sénat. À demain avec plaisir.
Je ne fais pas de la politique pour qu'on marche sur les pieds. Je ne fais pas de la politique pour cautionner des pratiques qui ne me paraîtraient pas acceptables. Elle avait l'image de la ministre bosseuse et consensuelle, mais depuis la primaire sanglante à l'UMP, Valérie Pécresse s'est jetée dans l'arène, quitte à donner des coups et à en recevoir. Alors quelles leçons en tire-t-elle de cette bagarre et des autres qu'elle a menées en pilotant une des réformes les plus ambitieuses du quinquennat Sarkozy? Et comment se forger une image médiatique au premier plan quand on est une femme et pas forcément du genre à aimer parler de soi? Cette semaine, nous déshabillons en tout bien, tout honneur Valérie Pécresse qui nous a reçus dans son bureau de chef de file de l'opposition à la région Île-de-France. Valérie Pécresse, bonjour. Bonjour. En préparant l'émission, on a vu pas mal d'images qui semblent déjà très anciennes, notamment une que je voulais vous montrer très rapidement. Ce sont les images de votre premier conseil des ministres en 2007. La ministre de l'Enseignement supérieur entre en scène. 2 heures après sa nomination, Valérie Pécresse arrive rue de Grenelle pour la passation de pouvoir. Il lui faut désormais peser chacun de ses mots. Je crois que François Fillon et Nicolas Sarkozy, excusez-moi, je recommence tout. Je crois que le président de la République et le Premier ministre ont souhaité qu'il n'y ait plus aujourd'hui de ministère délégué parce qu'ils pensent qu'il vaut mieux que chaque ministre ait un périmètre de responsabilité personnelle à part entière. Voilà, donc là vous débarriez votre carrière de ministre, vous êtes resté 5 ans au gouvernement. Et alors, pendant longtemps, vous avez eu cette image qu'on voit un petit peu dans cet extrait extrêmement consensuel, apaisé. On a l'impression que vous vouliez vraiment toujours bien faire. Enfin, c'était un peu l'image qu'on avait de vous, vous allez nous dire. Et on a eu envie de la comparer à une image plus récente, des images plus récentes lorsqu'on vous a vu en première ligne lors de la guerre, on va dire, Fillon-Copé. Par exemple, lorsque vous exigez que le recomptage des voix se fasse par une instance indépendante. Je vous montre. Si on refuse une instance indépendante, c'est en réalité un aveu. C'est qu'on veut être jugé par une commission à sa botte. S'envoyer comme ça des insultes vraiment d'une violence terrible, je crois que notre parti vraiment va souffrir et nos militants souffrent et moi je ne veux pas que nos militants soient meurtris. Voilà, et c'est vrai qu'en préparant l'émission, on a l'impression que vous avez un peu perdu ce côté très consensuel pour devenir la passionnariat de François Fillon. Alors laquelle de ces 2 images vous ressemble le plus? Et je crois que les deux. D'abord, j'ai jamais été consensuelle. J'ai commencé ma carrière politique sur une réforme de l'université qui a mis beaucoup d'opposants dans la rue. Donc je crois qu'on m'a toujours nommée à ce poste parce que justement on savait que j'étais plutôt une bagarreuse, quelqu'un qui défendait ses convictions. Et je crois que le mot courage est un mot dont on a pu à certains moments, à juste titre, me qualifier parce que ça a été très dur. Toute ma vie politique a été très dure. Alors la question c'est de savoir si ma carapace s'est épaissie. Elle s'est épaissie comme tous les hommes politiques parce que on encaisse des coups, on subit des défaites, des échecs. On apprend beaucoup de ces défaites et de ces échecs. Mais je suis une femme qui écoute. Je n'ai jamais de certitude sur les sujets. Donc c'est pour ça que cette image de consensus, vous l'avez sans doute eue. Et cette image de consensus, je l'ai encore aujourd'hui quand je fais de la politique. En tout cas, j'essaye de l'obtenir. Et cette image que vous aviez, un peu ce que j'avais évoqué, un peu bonne élève, bosseuse, travailleuse, c'est une image qui vous agace ou vous avez envie d'effacer aujourd'hui ou au contraire, vous considérez que ça vous correspond et que c'est une bonne chose? Ça c'est sûr. Je ne suis pas dans l'esbrouf, pas dans la gonflette, pas dans la mégalomanie. Ça ne me ressemble pas. Je vais vous dire, c'est très rassurant pour les Français qui votent de temps en temps pour moi, parce que je crois qu'ils savent qu'en fait, moi, je ne crois qu'au travail. Je ne crois qu'à mes responsabilités. Quand on me confie une mission, je la remplis jusqu'au bout. Je suis travailleuse, je suis bosseuse. Voilà, c'est tout, et je ne vais pas m'en excuser. D'accord. Alors, donc on a évoqué rapidement les changements. Vous disiez, ma carapace s'est épaissie forcément en 5 ans, 6 ans même. Alors, il y a un changement moins visible à l'image, mais paraît-il extrêmement important pour vous dans votre parcours. On va y revenir. C'est une rupture, celle avec Jean-François Copé, intervenu l'été dernier, lorsque vous décidez de soutenir François Fillon et non celui dont on vous croyait jusqu'alors la plus proche. Alors, je voudrais vous faire écouter un extrait où vous expliquez votre choix devant les militants, suivi du commentaire d'un journaliste, Bruno Jeudi, qui connaît bien la droite et qui vous connaît bien aussi, je crois. Alors vous allez me dire, c'est un choix difficile. Oui, c'est un choix difficile. Ça l'était particulièrement pour moi,
parce que j'étais une amie de Jean-François Copé et j'étais 5 ans ministre de François Fillon. Donc j'étais vraiment dans une situation qui est peut-être celle de certains militants qui ont de l'affection pour les deux et qui se disent mais comment on va choisir? Alors moi pourquoi j'ai choisi François? J'ai choisi François parce que je me suis dit, voilà, on doit reconquérir en 2014 les mairies, on doit gagner le Sénat en 2014, donc il faut qu'on gagne tout de suite, très vite. Alors qui pour diriger l'UMP dans ce combat? Et moi, après y avoir réfléchi, je me suis dit que la bonne personne, c'était François Fillon. La bonne personne, c'est François Fillon parce qu'il a aujourd'hui une popularité qui est incroyable. Mon choix, il est militant. Mon choix, c'est un choix de conviction, c'est pour qu'on gagne. C'est pas un choix entre un tel et un tel parce que je suis plus copine avec un tel ou avec un tel. C'est un choix militant. Bon, il y a du vrai dans ce qu'elle dit. Hein. C'est effectivement, elle était amie de Jean-François Copé et même, j'allais dire, très proche de Jean-François Copé. Hein. Il faut d'abord, si on refait un petit peu le parcours de Valérie Pécresse, elle est élue au régional en 2004 sur une liste qu'elle conduit dans les Yvelines, une liste qui est conduite en fait par Jean-François Copé sur l'ensemble de la région. Et à cette époque-là se noue entre eux une vraie complicité, hein, parce que c'est elle qui écrit le programme pour les régionales de Jean-François Copé, et ils ont une habitude pour travailler ensemble. Valérie Pécresse était conseillère de Jacques Chirac de 1998 à 2002, lorsque Jacques Chirac était président de la République. Jean-François Copé, lui, a été ministre à partir de 2002. Donc il y a une vraie proximité, une espèce d'amitié, hein, et puis aussi proximité politique. Donc pourquoi on en arrive à cette situation-là? Parce que c'est vrai que c'est une vraie surprise. Hein. Valérie Pécresse, c'est une rupture ce qu'elle fait au mois de juin, là, enfin juin-juillet. C'est une vraie rupture à la limite un peu affective et un peu politique, un peu les deux. Hein. Et ça crée entre eux une vraie brouille. Jean-François Copé, pendant des semaines, il nous a parlé de la trahison de Valérie Pécresse. Alors ensuite, il y aura la trahison de François Baroin. Hein, parce que, mais elle n'est pas la seule des elle n'est pas la seule, mais c'est d'abord elle. Et il y a une vraie crispation de Copé sur la personnalité de Valérie Pécresse. Qu'avez-vous pensé, Jean-François Copé, de cette phrase de Valérie Pécresse sur Figaro.fr quand elle dit « Les militants auraient aimé être plus utiles pendant la campagne, ils n'ont pas été suffisamment envoyés sur le terrain pendant la campagne présidentielle. » Sous-entendu, pas suffisamment envoyés sur le terrain par vous, Jean-François Copé. Oui, ça m'a fait beaucoup de peine parce que, en réalité, bon, que Valérie m'attaque midi et soir, c'est son droit, même si bien sûr je le regrette beaucoup. Mais je pense qu'on ne peut pas prendre les militants en otage de cela. Ils ont fait une campagne extraordinaire. Et souvent, elle l'a raconté d'ailleurs, Valérie Pécresse, à cette époque-là, qu'au fond, pour elle, elle aussi, elle a à peu près le même âge que lui, elle est ambitieuse et qu'au fond, elle pouvait aussi s'émanciper et avoir sa propre personnalité. Et vous voyez bien qu'avancer derrière le sillage de Jean-François Copé, c'était sans doute pas avoir la place qu'elle visait, à savoir une vraie place de premier plan. Or, François Fillon lui propose d'être la secrétaire générale de l'UMP s'il est élu. Alors, il y a une rupture affective, il y a aussi un peu une rupture politique. Je crois qu'elle le dit d'ailleurs dans l'extrait, c'est assez intéressant. Elle a été 5 ans la ministre de François Fillon. Oui, elle a fait tout le mandat. Et parmi les ministres de François Fillon qui est un personnage un peu solitaire, qui ne donne pas beaucoup de lui, qui est assez secret, un peu introverti, c'est des reproches qui lui sont généralement faits. Il y a une ministre avec qui il a bien travaillé, avec qui s'est toujours bien entendu globalement pendant ces 5 années. Valérie Pécresse en fait partie. Et puis, dernière raison qu'il faut rappeler, c'est que Valérie Pécresse, comme d'autres, comme François Baroin, ils n'ont pas bien digéré l'affaire des mousquetaires. Vous savez, les mousquetaires, c'était ces jeunes cadras qui se sont réunis un peu autour de Jean-François Copé. Et ils formaient une bande comme ça. Et en gros, on allait faire de la politique autrement. Nous, on s'entend bien. On n'est pas comme nos aînés qui se sont écharpés pendant des années. Et puis cette belle affaire des mousquetaires, elle a volé en éclats lorsque Jean-François Copé a dit « Moi, je me présente comme secrétaire général, vous êtes tous derrière moi » et plusieurs sont restés à quai, dont Valérie Pécresse. Ils se sont sentis instrumentalisés par les ambitions de Jean-François Copé. Tout pour lui, rien pour nous. C'est ça que vous vous êtes dit, tout pour lui et rien pour nous? Non, mon choix pour François Fillon, c'est d'abord un choix politique, et vous l'avez très bien montré. La question aujourd'hui qui se pose, c'est comment empêcher François Hollande de garder la présidence de la République pendant 10 ans et d'emmener le pays dans le déclin. Parce que là, on n'est pas... Non, mais attendez, on n'est pas dans la crise, on est dans le déclin. Après,
les questions d'amitié sont des questions importantes aussi. Moi, je crois que Jean-François Copé a eu une singulière conception de l'amitié à certains moments, mais je ne veux pas revenir sur ces questions-là. Donc, je pense que c'est entre lui et moi. Et voilà, il ne faut pas en faire trop étalage. D'accord, mais ce que dit ce journaliste qui vous connaît bien, qui connaît bien la droite, c'est qu'ils vont dire qu'il est à peu près, il est dans le juste ou il est à côté de la plaque? Bon, je crois qu'il ne connaît pas ma relation personnelle avec Jean-François Copé et la façon dont elle a pu être égratignée par un certain nombre de comportements. Mais là encore, ça n'est pas la raison de mon choix. La raison de mon choix, elle n'est pas personnelle, elle est politique. Et c'est une vraie question que chaque électeur de l'UMP doit se poser. Qui, aujourd'hui, est le meilleur candidat pour nous faire gagner en 2017? Cette question, il faudra bien qu'on se la repose un jour. D'accord, donc ça veut dire que les égratignures, c'est une chose, mais que vous seriez été prête à supporter certaines égratignures, à supporter certaines choses, si vous aviez considéré qu'en tant que militante, il fallait les supporter, c'est ça? C'est exactement ça. Mon objectif, c'est vraiment d'essayer de faire gagner mes idées et surtout de faire gagner la France. Il dit quand même quelque chose, il emploie un mot qu'on a beaucoup utilisé et qui est un peu galvaudé, mais qui est quand même important, c'est le mot de rupture. Il dit que ça a été une rupture dans votre parcours parce que jusqu'à présent, je l'ai évoqué, hein, vous aviez réussi à avoir une position quand même assez consensuelle au sein de votre parti, j'entends, voilà, chiracienne, vous avez soutenu Sarkozy, ça s'est toujours bien passé. Là, il dit que c'est une rupture, c'est la première fois que vous faites un vrai choix. Est-ce que c'est important, ce genre de rupture dans une vie politique? Ce qui est important, c'est que je crois que maintenant, je suis vraiment une femme libre. C'était difficile avant. Entre 2005 et 2007, j'étais porte-parole de l'UMP. Quand on est porte-parole de l'UMP, on porte la parole du parti. Donc on ne peut pas... parfois, on pense des choses différentes, on met un peu un mouchoir dessus. On dit jamais le contraire de ce qu'on pense, mais on mezza voce, on fait taire ces dissonances. Après, j'ai été au gouvernement et ensuite... porte-parole du gouvernement. Là encore, quand on est porte-parole d'un gouvernement, on porte la parole. Donc là aussi, mezza voce, un certain nombre de dissensions. Par exemple, j'étais radicalement contre la circulaire Guéant sur l'accueil des étudiants étrangers. Je l'ai écrit à Claude Guéant, je l'ai écrit au président d'université en leur disant que j'allais tout faire pour faire changer cette circulaire. Mais j'allais dire... officiellement, j'étais porte-parole du gouvernement, je défendais l'action de ce gouvernement. Donc j'ai été dans une action politique, je ne le regrette pas, ça fait partie aussi du métier. Mais aujourd'hui, je ne suis plus porte-parole de personne. Voilà. Je ne suis plus porte-parole de personne. Il n'y a pas d'embrigadement de Valérie Pécresse avec un tel ou avec un tel. D'accord, donc cette fonction de porte-parole, on va dire, que vous avez souvent eu, c'est vrai, et même d'ailleurs on a eu l'impression parfois que vous étiez aussi un petit peu... même la porte-parole de François Fillon, qui s'était très peu exprimé à certains moments, vous n'en voulez plus, c'est fini, ça vous correspond plus. On va dire que je sais faire, je sais faire, mais on va dire aussi que je sais faire autre chose. Et alors, j'ai autre chose à te dire. Alors bon, vous ne voulez pas revenir sur les détails de votre relation avec Jean-François Copé, on ne va pas y revenir, mais quand même, il évoque les mousquetaires. Vous formiez une espèce de, je sais pas, une groupe, une petite bande avec François Baroin, Jean-François Copé, Bruno Le Maire, Christian Jacob, et votre idée, c'est de faire de la politique autrement, si on a bien compris, de ne pas se tirer dans les pattes comme les autres. Alors ça veut dire qu'on ne peut pas faire de la politique autrement, que finalement, c'est quoi la leçon que vous tirez de cette expérience avortée? Vous avez raison, c'est peut-être qu'on ne peut pas faire de la politique autrement. C'est vrai qu'à un moment donné, il y en a un qui veut être chef, et puis il dit à tout le monde, bon bah c'est moi le chef, et Bruno Le Maire a dit bah pas forcément, François Baroin a dit bah non, et moi j'ai dit le meilleur chef c'est François Fillon. D'accord. Donc vous voulez dire que c'est systémique, c'est propre à la politique ou c'est une question de personne, c'était pas forcément avec cela qu'on pouvait faire de la politique autrement? C'était peut-être systémique, c'est peut-être qu'il y avait trop de talent dans ce groupe. Ah, c'est ça, trop de talent, d'accord. Bon, alors votre ambition, en fait, dans ce choix, par exemple, elle n'a pas été... C'est de gagner ma liberté. D'accord, voilà. c'était votre liberté. Je ne suis plus embrigadée par un tel, embrigadée par un tel. Moi, voilà, je vous dirai ce que je pense. Quelquefois, ça vous surprendra. Ce ne sera peut-être pas ce que vous attendez, j'allais dire, de l'UMP. Ce sera peut-être autre chose. Mais voilà, ce sera Valérie Pécresse. Sur ces 5 ans, vous avez évoqué, ministre fier d'avoir été ministre de Nicolas Sarkozy. Alors, vous avez une longévité exceptionnelle. Avec Roselyne Bachelot, vous êtes resté 5 ans au gouvernement avec 2 postes, le budget en fin de mandat. Chacune dans son style. Voilà, chacune dans son style. Avant l'enseignement supérieur, vous avez piloté des réformes difficiles, l'autonomie des universités, celle du statut des enseignants
enseignants-chercheurs, avec à la clé souvent des tensions et parfois des universités bloquées, comme par exemple en 2009 à Strasbourg. Voilà, je propose de revoir un extrait d'un reportage télé commenté toujours, c'est la suite du commentaire de Bruno Jeudi. L'inauguration de la plus grande université de France aurait dû être célébrée